Je suis très honoré, bien sûr, de devoir assurer cette tradition qu'est la conférence Charles-Marie Gros. J'ai eu l'occasion de rencontrer une fois, lorsque jeune chirurgien, je suis entré dans cette société en 1984, et M. Gros avait fait à ce moment-là un exposé qui était essentiellement illustré de photos tendant à créer la spécialité de scénologie qu'il appelait de ses voeux, comme vous l'a dit Pierre Henel. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on m'a demandé et je remercie ici Yann Le Sur et les membres du comité d'organisation d'aujourd'hui, de faire cette causerie, j'ai choisi avec eux ce thème du cancer du sein chez la femme jeune, et je deviens vieux et je suis très attaché à l'histoire, et je vais vous parler un petit peu de ce que ont été les inquiétudes et les progrès qui ont été faits, suscités par la jeunesse des malades que nous avons à prendre en compte. Bien sûr, je suis très attaché au problème de la femme jeune, non pas seulement à titre personnel, mais lorsque la société m'a demandé d'organiser le congrès de Dijon, c'était le thème en 1994. Et cette fois-ci, 16 ans plus tard, ce thème devient récurrent, et ce qui montre bien que notre société se pose des questions autour de cette pathologie particulière qu'est le cancer du sein de la femme jeune. Alors, je vais faire avec vous, répondre, si je peux, grâce à certaines illustrations. Lucas Cranach montre une femme jeune, il les aimait comme ça, jolie, un peu mystérieuse, et c'est un petit peu ce que nous avons dans la tête qu'est une femme jeune. Ainsi, les femmes jeunes ont aussi dans leur propre tête de devoir être comme ça, et Anne Le Sur tout à l'heure vous l'a montré. Baldungren nous montre que c'est un état qui est précaire. Il y a une toute jeune fille par terre, elle devient jeune femme, puis vers notre destinée commune. Il répète ceci, ça peut illustrer la longévité accrue, et on peut se demander également les questions qui se sont posées tout au long des 2 jours. Où est l'arrêt? Où est quelque chose qui n'est plus une femme jeune dans cette séquence? La femme jeune, c'est quoi? Eh bien, c'est quoi? C'est qui? C'est quelqu'un qui suscite l'envie des hommes jeunes, l'admiration des hommes jeunes, et puis également l'admiration d'elle-même, cette femme qui est Suzanne Aubin, dans son miroir, aime à se regarder, mais il y a un vieillard aussi, et vous connaissez le mythe de Suzanne et les vieillards, avec la façon dont ça se termine. Et puis, il y a une forme aussi un petit peu dramatique, qui est faite par Artemisia Gentileschi, cette jeune peintre, fille de peintre, forme rare de l'exercice de ce métier, avait été violée à l'âge de 18 ans, et il est sûr que le rapport à ses admirateurs, qu'elle veut également figurer dans Suzanne Aubin et dans son tableau, n'est pas tout à fait le même que celui de tout à l'heure. Les femmes aussi aiment bien, elles s'admirent, elles s'aiment bien l'une l'autre. Ces 2 sœurs dans un bain, vous connaissez ce poncif de l'école de Fontainebleau. Et puis peut-être que Courbet va encore un petit peu plus loin. C'est un peu sa nature de franc-comtois un peu rude. Ce tableau qui s'appelle Le Sommeil parle de l'amitié que peuvent avoir des femmes, l'une pour l'autre. Mais là aussi, ce tableau montre que les femmes sont soucieuses de respecter leur sein, puisqu'elles confient l'allaitement à quelqu'un d'autre pour garder l'intégrité de ce qu'elles admirent et qu'elles aiment avoir intact. Par ailleurs, le sein, c'est nourrir un enfant, c'est tout ce qu'il y a de la fécondité, de la capacité à avoir des enfants. Et Jean Fouquet, dans ce tableau qui est extraordinairement moderne pour l'époque, est un des traducteurs de ce souci. La jeunesse, c'est quoi? Il y a un vieux mythe, c'est la fontaine de Jouvence. Vous savez que c'est une espèce de Graal que tout le monde a cherché. Et l'on voit ici toujours par Cranach la recherche de cette fontaine où l'on amène les gens âgés, on les trempe dans cette fontaine et ils ressortent jeunes et de nouveau aimés, admirables, tels qu'on peut le rêver. Mais cette femme jeune, et c'est ici qu'on rejoint le thème de ce congrès, peut voir son sein touché par une maladie. Et bien entendu que ce tableau qui représente Lucrèce qui s'autolise n'a rien à voir avec ce sujet, mais il faut bien trouver une façon d'illustrer ça. Et la maladie du sein
fait changer complètement la relation avec soi-même, puisqu'il y a un partenaire qui apparaît, c'est la crainte et la mort qui s'approche. On est tout à fait dans le sujet de ce qui vient d'être dit. On sait en effet que le cancer de la femme jeune a des tours un petit peu particuliers, et cette photo que j'ai trouvée dans ma collection et qui rappelle une patiente que nous avons eu à traiter montre ce que peut être le cancer de la femme jeune. Il est apparu en quelques semaines après un accouchement. Cette horreur, pour la petite histoire et pour vous, et elle a répondu à la chimiothérapie et elle a survécu 10 ans. Enfin bon, c'est aussi bien comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a pu faire, nous autres thérapeutes, avec hommes ou femmes que nous sommes, ce que je vous ai dit que nous avons tous dans la tête, en face de patientes qui sont telles qu'elles sont et qui se posent les questions qu'Anne Le Sur a développées, qu'est-ce qu'on a pu leur proposer? Alors là, on va tomber un peu dans l'histoire et dans le drame, parce que, qu'est-ce qu'on leur a proposé? Et quand on lit l'histoire de la chirurgie, que ce soit Hippocrate, déjà, il en a parlé, les papyrus égyptiens, les chirurgiens de l'école de Montpellier, du Moyen-Âge, les chirurgiens arabes du Moyen-Âge un peu plus tardif, disent tous qu'il ne faut peut-être pas y toucher parce que ça le stimule, et que si on le touche, il faut l'enlever complètement, et la notion de complet va progresser. C'est Ambroise Paré qui a dit qu'il fallait enlever les ganglions, et puis jusqu'à la fin du XVIIIe, on a la notion qu'il est absolument indispensable d'enlever la totalité des racines, sinon on va avoir une récurrence de la maladie. Alors comment c'était fait? Je vous rappelle qu'à l'époque il n'y avait pas d'anesthésie, et les gravures... Pardon, excusez-moi. Ah, mon Dieu, je gâche mes effets de... Voilà. C'est sans anesthésie, il y a des couteaux, vous voyez, absolument immondes, et avec des ficelles qui tirent ça. Je vous rappelle qu'Anne d'Autriche, une de nos reines, a refusé qu'on touchât à son sein, car elle avait peur de ça. Et puis je ne peux pas m'empêcher de montrer cette photo, car chaque fois que je fais une symétrisation mammaire avec un mammostat, je ne peux m'empêcher de penser à cette espèce de coupe-cigare qui est assez proche, et de penser à ces femmes qui ont bénéficié d'une mammectomie sans anesthésie avec une hémostase au fer rouge. Vous imaginez que ce n'était pas une façon d'appréhender la maladie du sein de façon très, très simple. Notre Sainte Agathe, sainte patronne, s'est vue arracher les seins avec une tenaille, ça dépend des versions, mais c'était également une façon de faire de la chirurgie. Et ceci pour dire que petit à petit est apparue l'idée de chirurgie large et radicale, qui est celle qui a été celle du cancer. La chirurgie du cancer devait être large et radicale. Ici, bien sûr, c'est un petit peu large et radical. Mais c'est surtout Alstedt, vous savez que c'est un chirurgien américain qui a bénéficié de la notion d'asepsie, du début de l'anesthésie, qui a pu codifier cette opération que j'ai encore commise, et qui consistait à enlever le sein, la totalité de la peau, les 2 pectoraux, la totalité des aires ganglionnaires, fermer comme on pouvait, si possible avec une greffe, si c'était nécessaire. Et il a fait, comme ça, 3000 opérations dans sa vie. Il prétendait avoir eu 60% de guérison par chirurgie seule. Ses élèves, un peu irrités par le fait qu'il y avait encore des échecs, ont coupé les côtes pour enlever les ganglions de la chaîne mammaire interne. Et puis on fait un évidement susclaviculaire systématique. Et puis le dernier, à Hagensen, a dit il faut probablement enlever la clavicule parce qu'on doit laisser des cellules sous la clavicule où s'insère le pectoral. C'est l'acmé, c'est le sommet de la course contre le cancer, quel que soit l'âge. Mais si on le fait à une femme jeune, et on a envie de faire à une femme jeune pour le faire, pour la sauver, et ça aboutit à ça. Elle a été opérée alors qu'elle était jeune, et elle a vécu toute sa vie avec ce qui était la séquelle obligée, un énorme bras, une aisselle complètement évidée, un thorax transformé en bouteille de Saint-Galmier, et encore, c'est un exemple un petit peu moindre de ce qu'était l'opération de Alstedt théorique. On a maintenu les fibres supérieures du pectoral. C'était quelque chose qui était terrifiant. Et moi, j'ai vécu en tant qu'externe des patientes qui avaient eu cette opération et qui étaient mutilées avec un énorme bras pendant comme on n'en voit plus beaucoup. Et là, on peut comprendre que cette femme jeune craigne le couteau. Le tableau figure en fait l'assassinat de Lucrèce par Tarquin. Ça n'a rien à voir avec ce que je viens de vous dire, mais c'est la crainte de ce qu'on va lui proposer
et qui était la question de tout à l'heure, allez-vous me garder mon sein? Et excusez-moi, cette femme qui est en fait l'enlèvement d'Europe, qui veut qu'on lui sauve son sein et supplie qu'on le fasse, et c'est là qu'elle progresse en fait. Petit à petit sont apparus des moyens de garder le sein. Les premiers qui l'ont véritablement fait, ce sont les radiothérapeutes. L'école de Londres, l'école de Paris, et les gens qui travaillent à Curie se rappellent probablement des séries publiées par M. Kahl de radiothérapie exclusive des cancers du sein, avec le maintien du sein et des guérisons tout à fait honorables. Il y a eu des grandes séries lorsque j'étais jeune dans les centres anticancéreux qui ont été publiées. Et on a eu la notion que le sein pouvait être conservé au prix de séquelles qui restaient importantes, surtout avec la radiothérapie du temps, où il y avait là des télangiectasies qui sont des cicatrices de l'irradiation. Mais on a eu petit à petit la notion que c'était possible de faire moindre que Halstead. Malgré tout, on a fait des mammectomies. J'ai appris à l'école de chirurgie à Lyon en 1971 que tout celui qui traitait un cancer du sein autrement qu'avec une mammectomie faisait une faute. Ça a été écrit et on mutilait, mais moindrement qu'avec le Halstead. Et cette femme est devenue encore nous supplier, est-ce que je pourrais garder mon sein? Et la réponse, elle arrive petit à petit avec la complicité des radiothérapeutes, les chirurgiens et également les progrès en imagerie, en dépistage, en médicalisation, ont pu, avec les travaux de Fischer et de l'école de Milan, de Veronesi, démontrer que la segmentectomie curinge-irradiation permettait de conserver le sein et d'avoir une survie identique à la chirurgie radicale. Énorme progrès, mais cette femme est très contente qu'on lui ait gardé son sein, manifestement, elle le montre. Et dans la vraie vie, c'est ça. Cette femme a été opérée 15 ans auparavant. Et si vous êtes attentif, peut-être qu'on doit pouvoir le voir sur la photo. Il y a ici une cicatrice. Et c'est tout. Et là, c'est deux seins. Celui-là est un peu plus petit. Et il est sûr que pour les gens de ma génération, c'est une énorme satisfaction d'avoir pu offrir ça à nos patients. Ça progresse toujours, hein, le ganglion sentinelle, je vais pas revenir là-dessus. Je l'avais mis pour que ce soit dit. Mais surtout, la segmentectomie, et là, c'est l'inquiétude des limites. Faire des segmentectomies, c'est bien. Bénéficier et écouter cette jeune femme qui a un air complice et qui vous demande de sauver son sein, mais son sein est bien trop petit. Si l'on veut faire une segmentectomie, là, on aura quelque chose qui, et ça a été un des problèmes des débuts de cette technique, on est passé trop juste, et il y a eu trop de récidives, et il a fallu raisonner à nouveau pour dire la segmentectomie, oui, mais si elle est raisonnablement possible, avec des marges, avec toutes les discussions des marges, si les marges sont acceptables, et il faut quand même faire des mammectomies. Il reste des indications de mammectomie, il faut le dire haut et fort. Autre aspect un petit peu particulier des femmes jeunes, c'est qu'elles ont une sécrétion ovarienne. Tout le monde sait depuis la Cassagne qu'en donnant des œstrogènes aux souris, on leur donne des cancers du sein. Et petit à petit, les ovaires sont devenus quelque chose d'un petit peu moins mystérieux. Et on a su que c'était la source de sécrétion. On a supposé que les ovaires étaient en partie responsables, la sécrétion ovarienne était en partie responsable de la stimulation des cancers. Et la thérapeutique a été la chirurgie radicale du sein plus la castration. Castration, ça veut dire ménopause tapageuse, c'est des femmes jeunes, la nécessité absolue de ne plus avoir d'enfants, et ça transforme encore la pression de la thérapeutique de cette misère qu'est le cancer du sein. Mais petit à petit sont apparus, et là ces facteurs de progrès, des gens qui ne répondaient pas à la thérapeutique hormonale, et on a essayé de comprendre pourquoi. On a cherché les cancers du sein hormonodépendants, ceux qui ne l'étaient pas, et l'on a trouvé là la recette pour ne pas castrer indûment des femmes qui n'en tireraient pas bénéfice. Mais, progressivement, la biochimie, la génétique a fait comprendre qu'il existait quelque chose qui s'appelle des récepteurs et deux sortes de populations qui sont des populations qui ont des récepteurs et qui n'ont pas de récepteurs et qui sont un facteur de pronostic. Je vous montre cette photo de la femme à barbe parce que on ne peut pas s'empêcher de penser à ces femmes à qui on a donné du permastril en plus, qui vous faisait pousser la moustache, et c'était une suggestion encore importante de l'hormonothérapie. Là, bon, les récepteurs hormonaux, pour se les rappeler, c'est la voie d'activation intracellulaire, et lorsqu'il y a, il n'y a pas, on a une façon d'aborder les thérapeutiques possibles, mais c'est aussi un facteur pronostic.
c'est un élément qui va changer l'évolution, au moins la connaissance qu'on en a prédictive. C'est dit que ça va avancer. Donc on aboutit progressivement à ces classifications qu'on voit apparaître. On en a reparlé encore tout à l'heure avec le KI 67 et le démembrement des tumeurs avec quelque chose qui est très important. Les récepteurs sont une part importante dans l'information des pronostics, des choix thérapeutiques, des explications des échecs, et on avance comme ça. Et petit à petit, on va probablement trouver d'autres vecteurs du message intracellulaire qui vont nous permettre d'aborder progressivement la thérapeutique de façon un peu différente. Mais Oedipe n'a pas répondu à toutes les questions de la sphinge et il reste encore des choses à trouver, à chercher. Il ne répond pas bien vite. Mais là aussi, on a entendu parler des cancers de la femme africaine. On sait tous que, et par ce que nous ont raconté nos amis d'Afrique et d'Afrique du Nord, que les femmes de ces pays ont un cancer un peu différent d'une autre, qui est plus volontiers inflammatoire, qui répond plus vite à la chimiothérapie, mais qui est plus grave avec un pronostic plus grave. On sait que la biologie qui a été faite autour des récepteurs et d'HER2 et autres permet d'expliquer ça. On peut peut-être même penser qu'il y a une autre étiologie, voire même virale. Des hypothèses sont faites dans ce sens-là. Je ne suis pas assez savant pour pouvoir vous expliquer ça. Ça s'ouvre surtout sur des thérapeutiques ciblées. Et moi, chirurgien, alors que je vais cesser mon activité, j'ai mis un billet sur la table en disant que dans 10 ans, on n'opérerait plus les cancers du sein. Ils seraient traités par des produits du type Herceptine et autres. Et parce qu'en effet, lorsque l'on prend cette image des parcs, vous savez que les parcs étaient 3, et j'utilisais de la laine, et Cloto avait commencé à filer, l'Achésis faisait le fil, et Atropos coupait le fil. On peut penser qu'en agissant sur l'Achésis, Cloto et Atropos, on pourra rallonger, voire même faire que le fil ne soit que celui qui doit être coupé au moment où c'est prévu pour chacun d'entre nous. Donc, Fontaine de Jouvence à nouveau, fait par Jérôme Bosch avec un caractère un petit peu particulier, pour parler d'un autre problème qui tourne autour de la femme jeune. Une femme jeune a une espérance de grossesse et d'enfant, qui est bien sûr bien légitime, et il y avait cette espèce de jugement, j'ai choisi du jugement de Salomon parce que j'ai rien trouvé d'autre, qui n'a rien à voir avec ça, mais qui disait, ça n'est pas possible, vous vous rendez compte, refaire des délires hormonaux du type de ce qu'est une grossesse sur un terrain qui a eu un cancer du sein, ça n'est pas possible. C'était bien plus simple, hein. On rendait l'oracle. Mais petit à petit, sous la pression de gens, est-ce que je peux vraiment pas avoir d'enfants, on a fini par trouver des séries de gens qui ont pu faire dire que c'était peut-être même un facteur de meilleur pronostic pour une femme de faire une grossesse après un cancer. Il y a eu des publications de ce genre-là qui sont sorties au congrès de Dijon en 1994, qui ont été rappelées à ce moment-là. Et puis une série opérenne de 2 cohortes qui a montré qu'il n'y avait pas de surrisque, et on en parlera encore demain, à avoir une grossesse après un cancer du sein, dans la mesure où on ne le fait pas trop tôt après la fin du traitement. Ça a permis de redonner la possibilité de faire des grossesses, on verra tout à l'heure. Ceci pour rappeler que le dépistage, qui est bien sûr cher à notre présidente, se fait de plus en plus jeune, on tend à avoir des appareils de plus en plus performants, et on va trouver, même si c'est rare, des foyers de microcalcification comme celui-ci, dans des seins de femmes jeunes, et on va se trouver confronté à des carcinomes in situ. Quand j'ai commencé ma chirurgie, on n'avait pas la notion d'in situ, on en voit de plus en plus, on en voit chez les femmes jeunes, qui sont tumorales, pas tumorales, mais très souvent, on se retrouve confronté à une maladie, on vous l'a dit tout à l'heure, qui est dans la totalité de l'arbre galactophorique, et qui pousse à nouveau à s'éloigner de ce qu'était la conservation mammaire, et qui oblige à faire des mammectomies, mais sans rayon. C'est une maladie qui n'est même pas un cancer, je vais vous guérir en vous enlevant le sein. Ça n'est pas non plus très facile à ramener ça à la maison, surtout que là, la cicatrice est au moins contestable. Mais sont apparues un certain nombre de choses entre-temps. Les malades ont souhaité être reconstruites. La technique
a permis de trouver des prothèses de meilleur en meilleur, même si certains événements récents permettent de douter de cette affirmation et d'être prudent vis-à-vis de ça. On a pu penser reconstruire des seins en mettant des prothèses. Et puis surtout, retrouvant la technique des lambeaux musculocutanés décrite en 1911 et ramenée en avant en 81, on a pu, grâce à des lambeaux type de grand dorsal, reconstruire des seins. Et puis ensuite, les grands droits, aboutir à des reconstructions mammaires. Et bien sûr, ça a été difficile, puisque nous avions tous entendu nos maîtres dire « il ne faut jamais retourner dans le lit du cancer, on va le réveiller ». Et on a appris que petit à petit, grâce à des travaux, en particulier à l'IGR, ils avaient fait un travail là-dessus avec une cohorte comparative qui montrait que les malades reconstruites n'avaient pas plus de risque de récidiver que celles qui ne l'avaient pas été. Et c'est devenu quelque chose que l'on peut proposer à nos patientes. Celle-ci est une femme jeune à qui j'ai mis un grand dorsal dans le sein gauche après l'avoir évidé. La pastille qui est là, qui n'est pas complètement terminée, et de la peau du dos. Celle-ci est particulièrement chère parce qu'elle avait 3 enfants, 35 ans. Elle avait été traitée 2 ans avant pour un cancer par segmentectomie et radiation. Elle a récidivé et elle m'a demandé de lui reconstruire le sein. Je lui ai fait une reconstruction mammaire immédiate par un grand droit. Ce n'est pas la photo, je n'ai pas la photo complète à l'époque, mais cette photo, c'est 14 ans après, et 2 ans après la reconstruction, alors qu'elle venait de retrouver un mari, elle est venue me demander si je pensais qu'il lui était possible de faire une grossesse. Vous savez probablement que la reconstruction par grand droit comporte une part de plastique dans la paroi abdominale, et je n'étais pas tout à fait sûr que ça puisse se laisser distendre par une grossesse. Je lui ai demandé absolument d'accoucher auprès d'une fille qui travaille avec moi et qui est à la fois accoucheur et chirurgien, pour que si jamais il y avait une césarienne, elle sache comment ça se passe. Elle a eu le bon goût d'accoucher par le bas, c'est pas bien étonnant pour une 4e grossesse. Et à chaque consultation annuelle, jusqu'à ce que cet enfant ait 10 ans, il a accompagné sa mère, une façon de me dire merci. Et maintenant, il a 14 ans. Je n'ai aucune... je ne suis pas payé pour la pub de ce bouquin, qui est un des bons livres, il y en a un meilleur là-bas, qui est toujours des mêmes auteurs. Mais la chirurgie oncoplastique vient aussi dans le cadre, dans la suite de la chirurgie plastique. Les techniques de plastique ont permis de garder des formes à des seins qui nécessitent des segmentectomies, et là encore c'est une forme de progrès. C'est une technique difficile qu'il faut apprendre et dont il faut avoir une grosse pratique, car on va se retrouver probablement avec le même ennui qu'il y a eu avec les segmentectomies trop justes, et là on va peut-être faire ce que faut faire très attention parce qu'on peut être capable de faire n'importe quoi. Autre aspect des femmes jeunes, c'est une famille avec des tas de femmes jeunes. Vous savez que Broca avait publié un papier d'observation de la famille de sa femme où il y avait grand nombre de femmes de cancer du sein et il pensait que ça pouvait être héritable. C'est le début. Ça, c'est le début de ma vocation de génétique et cancer. Cette femme-là est morte dans le service à 35 ans. Elle avait 3 enfants jeunes. J'avais opéré sa mère des deux seins. Sa tante est morte de cancer du sein, cette tante est morte de cancer du sein. Après, celle-ci a fait un cancer d'une annexe. Sa grand-mère était morte d'un cancer du sein, son arrière-grand-mère était morte d'un cancer du sein. Et cette jeune fille ici est venue à 18 ans me demander « Monsieur, est-ce que je peux me marier avec l'arbre généalogique que j'ai ?» C'était très difficile de lui répondre. Je lui ai dit que la vie valait de toute façon la peine d'être vécue. Elle a épousé un homme, elle est partie avec lui en Égypte, elle est revenue avec une boule dans le sein. C'est un fibroadénome. Entre-temps, on a découvert ce qui est les explications. À l'époque, on faisait des lot scores, on estimait le risque. Maintenant, ma foi, on a trouvé, grâce à la biologie, où se trouvent les 2 gènes dont on n'arrête pas d'entendre parler, BRCA1, BRCA2, puis ceux qu'on ne connaît pas, avec toutes les complexités. La famille a été testée et elle n'est pas porteuse. Le hasard était ainsi fait, mais la vie valait la peine d'être vécue pour le coup. Ça ne résout pas tous les problèmes, parce que le fait, la joie qu'on a eue de comprendre cette histoire familiale, se dire qu'il y a des gènes, des anti-oncogènes, tout ça, c'est rassurant pour des gens qui essaient de comprendre ce qu'est le cancer. On croyait qu'on avait tout compris, mais en fait on a augmenté, comme souvent, et l'Ecclésiaste le dit bien, celui qui augmente sa science augmente sa douleur, et là en l'occurrence c'est la douleur des autres, parce que cette Sainte Agathe de Surbaran peut représenter ce que l'on peut être amené à faire, la chirurgie prophylactique bilatérale du sein. J'avoue que j'ai beaucoup de mal
a aidé à supporter ça, et c'est sûrement là, effectivement, une information partagée indispensable et qui doit pouvoir se plaider, même si l'on sait qu'il y a une augmentation de la survie des femmes à qui on a fait une mammectomie prophylactique. Alors ça, c'est un autre chapitre. Je n'ai pas pu m'empêcher de parler de ça, parce que c'est jouvence. Jouvence de l'abbé Souris, lorsque j'étais adolescent, mon grand-père était pharmacien, en plus je suis luthérien. Vous imaginez un curé qui vend la jouvence, c'était assez drôle, et ça nous a fait rire en famille longtemps. Mais c'est pour évoquer quelque chose qui est la persistance de la jeunesse. Ces deux femmes, c'est un tableau de Goya que ceux de Lille connaissent bien. Cette jeune femme lit une lettre d'un ami, d'un amant, et puis elle va devenir ça. C'est écrit en plus gros, son ami a vieilli, elle a vieilli, tout le monde sait que c'est notre lot à tous. Et comment peut-on faire pour garder cette jeunesse? Et c'est le problème du traitement hormonal substitutif, c'est une des formes de jouvence. Alors là, j'avance prudemment parce que j'ai peur de susciter des colères. Alors ça, vous en entendez parler toute la journée à la radio. Hein, mais le traitement hormonal, on a découvert des hormones, on les a modélisées, transformé les formes galéniques, percutanées par la bouche, et puis ça a fini par dire que toute femme ménopausée qui ne prenait pas un traitement hormonal allait se casser de partout, allait faire des ennuis cardiaques. Et j'ai vu des journaux d'une mutuelle d'enseignants recommandant très vivement, il y a eu des systèmes, une femme est venue se faire enlever l'utérus parce qu'elle avait un petit bout de quelque chose qui n'aurait pas pu permettre l'hormonothérapie. Enlevez-moi l'utérus, que je puisse prendre mon traitement substitutif. Bon, ça a été un grand coup de gong à un moment donné, l'essai américain que tout le monde connaît, qui montrait qu'il y avait un surrisque à avoir une hormonothérapie substitutive. Et là, on a pu penser que c'était une des formes de l'hubris. Vous savez, l'hubris, chez les Grecs, c'était l'atteinte aux dieux. Et c'est pour ça que je vous montre ce tableau qui montre Niobé, qui avait prétendu que ses enfants étaient plus beaux que ceux d'Apollon et de Diane. Et la punition a été effrayante. Apollon et Diane ont tué tous ses enfants. Il s'était attaqué aux dieux, et l'autre, que vous connaissez bien aussi, c'est Prométhée. Il a volé le feu, il était un demi-dieu, et il a rapporté et donné le feu aux hommes, et pour sa punition, il a été attaché, et l'aigle de Zeus lui a mangé le foie à longueur de journée. Il a été délivré, lui. Hein. Mais c'était quelque chose qui montre, pour illustrer que on a dit, mais c'est pas possible, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de l'évolution, ça n'est pas bien. En fait, des travaux sont apparus et il est sûr que le traitement hormonal substitutif, là encore, c'est un médicament efficace, des tas qui sont des inconforts majeurs, qui sont peut-être pas à même d'apporter tout ce qu'on en espérait, mais qui doivent être expliqués, pris en charge, aidés. C'est un progrès. Et on peut penser que, comme on avait dit à un moment, pilule contre frottis, là, c'est traitement hormonal substitutif contre mammographie et suivi gynécologique correct. C'est un progrès indéniable et je voudrais qu'il permet aux thérapeutes que nous sommes tous de ce que les femmes restent jeunes, fières de se regarder dans la glace et peut-être même bénéficier de l'apport de ces deux amours qui tiennent sa glace. Je voudrais également finir pour un mot que j'ai retrouvé en cherchant dans mes papiers dans les années 84, un mot qui est de Charles-Marie Gros et qui disait que la scénologie, c'est la mamelle plus la culture. Merci.
Je suis très honoré, bien sûr, de devoir assurer cette tradition qu'est la conférence Charles-Marie Gros. J'ai eu l'occasion de rencontrer une fois, lorsque jeune chirurgien, je suis entré dans cette société en 1984, et M. Gros avait fait à ce moment-là un exposé qui était essentiellement illustré de photos tendant à créer la spécialité de scénologie qu'il appelait de ses voeux, comme vous l'a dit Pierre Haenel. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on m'a demandé et je remercie ici Yann Le Sur et les membres du comité d'organisation d'aujourd'hui, de faire cette causerie, j'ai choisi avec eux ce thème du cancer du sein chez la femme jeune, et je deviens vieux et je suis très attaché à l'histoire, et je vais vous parler un petit peu de ce que ont été les inquiétudes et les progrès qui ont été faits, suscités par la jeunesse des malades que nous avons à prendre en compte. Bien sûr, je suis très attaché au problème de la femme jeune, non pas seulement à titre personnel, mais lorsque la société m'a demandé d'organiser le congrès de Dijon, c'était le thème en 1994. Et cette fois-ci, 16 ans plus tard, ce thème devient récurrent, et ce qui montre bien que notre société se pose des questions autour de cette pathologie particulière qu'est le cancer du sein de la femme jeune. Alors, je vais faire avec vous, répondre, si je peux, grâce à certaines illustrations. Lucas Cranach montre une femme jeune, il les aimait comme ça, jolie, un peu mystérieuse, et c'est un petit peu ce que nous avons dans la tête qu'est une femme jeune. Ainsi, les femmes jeunes ont aussi dans leur propre tête de devoir être comme ça, et Anne Le Sur tout à l'heure vous l'a montré. Baldung-Green nous montre que c'est un état qui est précaire. Il y a une toute jeune fille par terre, elle devient jeune femme, puis vers notre destinée commune. Il répète ceci, ça peut illustrer la longévité accrue, et on peut se demander également les questions qui se sont posées tout au long des 2 jours. Où est l'arrêt? Où est quelque chose qui n'est plus une femme jeune dans cette séquence? La femme jeune, c'est quoi? Eh bien, c'est quoi? C'est qui? C'est quelqu'un qui suscite l'envie des hommes jeunes, l'admiration des hommes jeunes, et puis également l'admiration d'elle-même, cette femme qui est Suzanne Aubin, dans son miroir, aime à se regarder, mais il y a un vieillard aussi, et vous connaissez le mythe de Suzanne et les vieillards, avec la façon dont ça se termine. Et puis, il y a une forme aussi un petit peu dramatique, qui est faite par Artemisia Gentileschi, cette jeune peintre, fille de peintre, forme rare de l'exercice de ce métier, avait été violée à l'âge de 18 ans, et il est sûr que le rapport à ses admirateurs, qu'elle veut également figurer dans Suzanne Aubin et dans son tableau, n'est pas tout à fait le même que celui de tout à l'heure. Les femmes aussi aiment bien, elles s'admirent, elles s'aiment bien l'une l'autre. Ces 2 sœurs dans un bain, vous connaissez ce poncif de l'école de Fontainebleau. Et puis peut-être que Courbet va encore un petit peu plus loin, c'est un peu sa nature de franc-comtois un peu rude. Ce tableau qui s'appelle Le Sommeil parle de l'amitié que peuvent avoir des femmes, l'une pour l'autre. Mais là aussi, ce tableau montre que les femmes sont soucieuses de respecter leur sein, puisqu'elles confient l'allaitement à quelqu'un d'autre pour garder l'intégrité de ce qu'elles admirent et qu'elles aiment avoir intact. Par ailleurs, le sein, c'est nourrir un enfant, c'est tout ce qu'il y a de la fécondité, de la capacité à avoir des enfants. Et Jean Fouquet, dans ce tableau qui est extraordinairement moderne pour l'époque, est un des traducteurs de ce souci. La jeunesse, c'est quoi? Il y a un vieux mythe, c'est la fontaine de Jouvence. Vous savez que c'est une espèce de Graal que tout le monde a cherché. Et l'on voit ici toujours par Cranach la recherche de cette fontaine où l'on amène les gens âgés, on les trempe dans cette fontaine et ils ressortent jeunes et de nouveau aimés, admirables, tels qu'on peut le rêver. Mais cette femme jeune, et c'est ici qu'on rejoint le thème de ce congrès, peut voir son sein touché par une maladie. Et bien entendu que ce tableau qui représente Lucrèce qui s'autolise n'a rien à voir avec ce sujet, mais il faut bien trouver des façons d'illustrer ça. Et la maladie du sein
fait changer complètement la relation avec soi-même, puisqu'il y a un partenaire qui apparaît, c'est la crainte et la mort qui s'approche. On est tout à fait dans le sujet de ce qui vient d'être dit. On sait en effet que le cancer de la femme jeune a des tours un petit peu particuliers, et cette photo que j'ai trouvée dans ma collection et qui rappelle une patiente que nous avons eu à traiter montre ce que peut être le cancer de la femme jeune. Il est apparu en quelques semaines après un accouchement. Cette horreur, pour la petite histoire et pour vous, et elle a répondu à la chimiothérapie et elle a survécu 10 ans. Enfin bon, c'est aussi bien comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a pu faire, nous autres thérapeutes, avec hommes ou femmes que nous sommes, ce que je vous ai dit que nous avons tous dans la tête, en face de patientes qui sont telles qu'elles sont et qui se posent les questions qu'Anne Le Sur a développées, qu'est-ce qu'on a pu leur proposer? Alors là, on va tomber un peu dans l'histoire et dans le drame, parce que, qu'est-ce qu'on leur a proposé? Et quand on lit l'histoire de la chirurgie, que ce soit Hippocrate, déjà, il en a parlé, les papyrus égyptiens, les chirurgiens de l'école de Montpellier, du Moyen-Âge, les chirurgiens arabes du Moyen-Âge un peu plus tardif, disent tous qu'il ne faut peut-être pas y toucher parce que ça le stimule, et que si on le touche, il faut l'enlever complètement, et la notion de complet va progresser. C'est Ambroise Paré qui a dit qu'il fallait enlever les ganglions, et puis jusqu'à la fin du XVIIIe, on a la notion qu'il est absolument indispensable d'enlever la totalité des racines, sinon on va avoir une récurrence de la maladie. Alors comment c'était fait? Je vous rappelle qu'à l'époque il n'y avait pas d'anesthésie, et les gravures... Pardon, excusez-moi. Ah, mon Dieu, je gâche mes effets de... Voilà. C'est sans anesthésie, il y a des couteaux, vous voyez, absolument immondes, et avec des ficelles qui tirent ça. Je vous rappelle qu'Anne d'Autriche, une de nos reines, a refusé qu'on touchât à son sein, car elle avait peur de ça. Et puis je ne peux pas m'empêcher de montrer cette photo, car chaque fois que je fais une symétrisation mammaire avec un mammostat, je ne peux m'empêcher de penser à cette espèce de coupe-cigare qui est assez proche, et de penser à ces femmes qui ont bénéficié d'une mammectomie sans anesthésie avec une hémostase au fer rouge. Vous imaginez que ce n'était pas une façon d'appréhender la maladie du sein de façon très, très simple. Notre Sainte Agathe, sainte patronne, s'est vue arracher les seins avec une tenaille, ça dépend des versions, mais c'était également une façon de faire de la chirurgie. Et ceci pour dire que petit à petit est apparue l'idée de chirurgie large et radicale, qui est celle qui a été celle du cancer. La chirurgie du cancer devait être large et radicale. Ici, bien sûr, c'est un petit peu large et radical. Mais c'est surtout Alstedt, vous savez que c'est un chirurgien américain qui a bénéficié de la notion d'asepsie, du début de l'anesthésie, qui a pu codifier cette opération que j'ai encore commise, et qui consistait à enlever le sein, la totalité de la peau, les 2 pectoraux, la totalité des aires ganglionnaires, fermer comme on pouvait, si possible avec une greffe, si c'était nécessaire. Et il a fait, comme ça, 3000 opérations dans sa vie. Il prétendait avoir eu 60% de guérison par chirurgie seule. Ses élèves, un peu irrités par le fait qu'il y avait encore des échecs, ont coupé les côtes pour enlever les ganglions de la chaîne mammaire interne. Et puis on fait un évidement susclaviculaire systématique. Et puis le dernier, à Hagensen, a dit il faut probablement enlever la clavicule parce qu'on doit laisser des cellules sous la clavicule où s'insère le pectoral. C'est l'acmé, c'est le sommet de la course contre le cancer, quel que soit l'âge. Mais si on le fait à une femme jeune, et on a envie de faire une femme jeune pour le faire, pour la sauver, et ça aboutit à ça. Elle a été opérée alors qu'elle était jeune, et elle a vécu toute sa vie avec ce qui était la séquelle obligée, un énorme bras, une aisselle complètement évidée, un thorax transformé en bouteille de Saint-Galmier, et encore, c'est un exemple un petit peu moindre de ce qu'était l'opération de Alstedt théorique. On a maintenu les fibres supérieures du pectoral. C'était quelque chose qui était terrifiant. Et moi, j'ai vécu en tant qu'externe des patientes qui avaient eu cette opération et qui étaient mutilées avec un énorme bras pendant comme on n'en voit plus beaucoup. Et là, on peut comprendre que cette femme jeune craigne le couteau. Le tableau figure en fait l'assassinat de Lucrèce par Tarquin. Ça n'a rien à voir avec ce que je viens de vous dire, mais c'est la crainte de ce qu'on va lui proposer
et qui était la question de tout à l'heure, allez-vous me garder mon sein? Et excusez-moi, cette femme qui est en fait l'enlèvement d'Europe, qui veut qu'on lui sauve son sein et supplie qu'on le fasse, et c'est là qu'elle progresse en fait. Petit à petit sont apparus des moyens de garder le sein. Les premiers qui l'ont véritablement fait, ce sont les radiothérapeutes. L'école de Londres, l'école de Paris, et les gens qui travaillent à Curie se rappellent probablement des séries publiées par M. Kahl de radiothérapie exclusive des cancers du sein, avec le maintien du sein et des guérisons tout à fait honorables. Il y a eu des grandes séries lorsque j'étais jeune dans les centres anticancéreux qui ont été publiées. Et on a eu la notion que le sein pouvait être conservé au prix de séquelles qui restaient importantes, surtout avec la radiothérapie du temps, où il y avait là des télangiectasies qui sont des cicatrices de l'irradiation. Mais on a eu petit à petit la notion que c'était possible de faire moindre que Halstead. Malgré tout, on a fait des mammectomies. J'ai appris à l'école de chirurgie à Lyon en 1971 que tout celui qui traitait un cancer du sein autrement qu'avec une mammectomie faisait une faute. Ça a été écrit et on mutilait, mais moindrement qu'avec le Halstead. Et cette femme est devenue encore nous supplier, est-ce que je pourrais garder mon sein? Et la réponse, elle arrive petit à petit avec la complicité des radiothérapeutes, les chirurgiens et également les progrès en imagerie, en dépistage, en médicalisation, ont pu, avec les travaux de Fischer et de l'école de Milan, de Véronesi, démontrer que la segmentectomie curinge-irradiation permettait de conserver le sein et d'avoir une survie identique à la chirurgie radicale. Énorme progrès, mais cette femme est très contente qu'on lui ait gardé son sein, manifestement, elle le montre. Et dans la vraie vie, c'est ça. Cette femme a été opérée 15 ans auparavant. Et si vous êtes attentif, peut-être qu'on doit pouvoir le voir sur la photo. Il y a ici une cicatrice. Et c'est tout. Et là, c'est deux seins. Celui-là est un peu plus petit. Et il est sûr que pour les gens de ma génération, c'est une énorme satisfaction d'avoir pu offrir ça à nos patients. Ça progresse toujours, hein, le sous-ganglion sentinelle, je vais pas revenir là-dessus. Je l'avais mis pour que ce soit dit. Mais surtout, la segmentectomie, et là, c'est l'inquiétude des limites. Faire des segmentectomies, c'est bien. Bénéficier et écouter cette jeune femme qui a un air complice et qui vous demande de sauver son sein, mais son sein est bien trop petit. Si l'on veut faire une segmentectomie, là, on aura quelque chose qui, et ça a été un des problèmes des débuts de cette technique, on est passé trop juste, et il y a eu trop de récidives, et il a fallu raisonner à nouveau pour dire la segmentectomie, oui, mais si elle est raisonnablement possible, avec des marges, avec toutes les discussions des marges, si les marges sont acceptables, et il faut quand même faire des mammectomies. Il reste des indications de mammectomie, il faut le dire haut et fort. Autre aspect un petit peu particulier des femmes jeunes, c'est qu'elles ont une sécrétion ovarienne. Tout le monde sait depuis la Cassagne qu'en donnant des œstrogènes aux souris, on leur donne des cancers du sein. Et petit à petit, les ovaires sont devenus quelque chose d'un petit peu moins mystérieux. Et on a su que c'était la source de sécrétion. On a supposé que les ovaires étaient en partie responsables de la sécrétion ovarienne était en partie responsable de la stimulation des cancers. Et la thérapeutique a été la chirurgie radicale du sein plus la castration. Castration, ça veut dire ménopause tapageuse, c'est des femmes jeunes, la nécessité absolue de ne plus avoir d'enfants, et ça transforme encore la pression de la thérapeutique de cette misère qu'est le cancer du sein. Mais petit à petit sont apparus, et là ces facteurs de progrès, des gens qui ne répondaient pas à la thérapeutique hormonale, et on a essayé de comprendre pourquoi. On a cherché les cancers du sein hormonodépendants, ceux qui ne l'étaient pas, et l'on a trouvé là la recette pour ne pas castrer indûment des femmes qui n'en tireraient pas bénéfice. Mais, progressivement, la biochimie, la génétique a fait comprendre qu'il existait quelque chose qui s'appelle des récepteurs et deux sortes de populations qui sont des populations qui ont des récepteurs et qui n'ont pas de récepteurs et qui sont un facteur de pronostic. Je vous montre cette photo de la femme à barbe parce que on ne peut pas s'empêcher de penser à ces femmes à qui on a donné du permastril en plus, qui vous faisait pousser la moustache, et c'était une suggestion encore importante de l'hormonothérapie. Là, les récepteurs hormonaux, pour se les rappeler, c'est la voie d'activation intracellulaire. Et lorsqu'il y a, il n'y a pas, on a une façon d'aborder les thérapeutiques possibles, mais c'est aussi un facteur pronostic.
c'est un élément qui va changer l'évolution, au moins la connaissance qu'on en a prédictive. C'est dit que ça va avancer. Donc on aboutit progressivement à ces classifications qu'on voit apparaître. On en a reparlé encore tout à l'heure avec le KI 67 et le démembrement des tumeurs avec quelque chose qui est très important. Les récepteurs sont une part importante dans l'information des pronostics, des choix thérapeutiques, des explications des échecs, et on avance comme ça. Et petit à petit, on va probablement trouver d'autres vecteurs des messages intracellulaires qui vont nous permettre d'aborder progressivement la thérapeutique de façon un peu différente. Mais Oedipe n'a pas répondu à toutes les questions de la sphinge et il reste encore des choses à trouver, à chercher. Il ne répond pas bien vite. Mais là aussi, on a entendu parler des cancers de la femme africaine. On sait tous que, et par ce que nous ont raconté nos amis d'Afrique et d'Afrique du Nord, que les femmes de ces pays ont un cancer un peu différent d'une autre, qui est plus volontiers inflammatoire, qui répond plus vite à la chimiothérapie, mais qui est plus grave avec un pronostic plus grave. On sait que la biologie qui a été faite autour des récepteurs et d'HER2 et autres permet d'expliquer ça. On peut peut-être même penser qu'il y a une autre étiologie, voire même virale. Des hypothèses sont faites dans ce sens-là. Je ne suis pas assez savant pour pouvoir vous expliquer ça. Ça s'ouvre surtout sur des thérapeutiques ciblées. Et moi, chirurgien, alors que je vais cesser mon activité, j'ai mis un billet sur la table en disant que dans 10 ans, on n'opérerait plus les cancers du sein. Ils seraient traités par des produits du type Herceptine et autres. Et parce qu'en effet, lorsque l'on prend cette image des parcs, vous savez que les parcs étaient 3, et j'utilisais de la laine, et Cloto avait commencé à filer, Lachesis faisait le fil, et Atropos coupait le fil. On peut penser qu'en agissant sur Lachesis, Cloto et Atropos, on pourra rallonger, voire même faire que le fil ne soit que celui qui doit être coupé au moment où c'est prévu pour chacun d'entre nous. Donc, Fontaine de Jouvence à nouveau, fait par Jérôme Bosch avec un caractère un petit peu particulier, pour parler d'un autre problème qui tourne autour de la femme jeune. Une femme jeune a une espérance de grossesse et d'enfant, qui est bien sûr bien légitime, et il y avait cette espèce de jugement, j'ai choisi du jugement de Salomon parce que j'ai rien trouvé d'autre, qui n'a rien à voir avec ça, mais qui disait, ça n'est pas possible, vous vous rendez compte, refaire des délires hormonaux du type de ce qu'est une grossesse sur un terrain qui a eu un cancer du sein, ça n'est pas possible. C'était bien plus simple, hein. On rendait l'oracle. Mais petit à petit, sous la pression de gens, est-ce que je peux vraiment pas avoir d'enfants, on a fini par trouver des séries de gens qui ont pu faire dire que c'était peut-être même un facteur de meilleur pronostic pour une femme de faire une grossesse après un cancer. Il y a eu des publications de ce genre-là qui sont sorties au congrès de Dijon en 1994, qui ont été rappelées à ce moment-là. Et puis une série opérenne de 2 cohortes qui a montré qu'il n'y avait pas de surrisque, il en parlera encore demain, à avoir une grossesse après un cancer du sein, dans la mesure où on ne le fait pas trop tôt après la fin du traitement. Ça a permis de redonner la possibilité de faire des grossesses, on verra tout à l'heure. Ceci pour rappeler que le dépistage, qui est bien sûr cher à notre présidente, se fait de plus en plus jeune, on tend à avoir des appareils de plus en plus performants, et on va trouver, même si c'est rare, des foyers de microcalcification comme celui-ci, dans des seins de femmes jeunes, et on va se trouver confronté à des carcinomes in situ. Quand j'ai commencé ma chirurgie, on n'avait pas la notion d'in situ, on en voit de plus en plus, on en voit chez les femmes jeunes, qui sont tumorales, pas tumorales, mais très souvent, on se retrouve confronté à une maladie, on vous l'a dit tout à l'heure, qui est dans la totalité de l'arbre galactophorique, et qui pousse à nouveau à s'éloigner de ce qu'était la conservation mammaire, et qui oblige à faire des mammectomies, mais sans rayon. C'est une maladie qui n'est même pas un cancer, je vais vous guérir en vous enlevant le sein. Ça n'est pas non plus très facile à ramener ça à la maison, surtout que là, la cicatrice est au moins contestable. Mais sont apparues un certain nombre de choses entre-temps. Les malades ont souhaité être reconstruites. La technique a permis de trouver des prothèses de meilleur en meilleur, même si certains événements récents permettent de douter de cette affirmation et d'être prudent vis-à-vis de ça.
on a pu penser reconstruire des seins en mettant des prothèses. Et puis surtout, retrouvant la technique des lambeaux musculocutanés décrite en 1911 et ramenée en avant en 1981, on a pu, grâce à des lambeaux type de grand dorsal, reconstruire des seins. Et puis ensuite, les grands droits aboutir à des reconstructions mammaires. Et bien sûr, ça a été difficile, puisque nous avions tous entendu nos maîtres dire « il ne faut jamais retourner dans le lit du cancer, on va le réveiller ». Et on a appris que petit à petit, grâce à des travaux, en particulier à l'IGR, ils avaient fait un travail là-dessus avec une cohorte comparative qui montrait que les malades reconstruites n'avaient pas plus de risque de récidiver que celles qui ne l'avaient pas été. Et c'est devenu quelque chose que l'on peut proposer à nos patientes. Celle-ci est une femme jeune à qui j'ai mis un grand dorsal dans le sein gauche après l'avoir évidé. La pastille qui est là, qui n'est pas complètement terminée, et la peau du dos. Celle-ci est particulièrement chère parce qu'elle avait 3 enfants, 35 ans. Elle avait été traitée 2 ans avant pour un cancer par segmentectomie et radiation. Elle a récidivé et elle m'a demandé de lui reconstruire le sein. Je lui ai fait une reconstruction mammaire immédiate par un grand droit. Ce n'est pas la photo, je n'ai pas la photo complète à l'époque, mais cette photo, c'est 14 ans après, et 2 ans après la reconstruction, alors qu'elle venait de retrouver un mari, elle est venue me demander si je pensais qu'il lui était possible de faire une grossesse. Vous savez probablement que la reconstruction par grand droit comporte une part de plastique dans la paroi abdominale, et je n'étais pas tout à fait sûr que ça puisse se laisser distendre par une grossesse. Je lui ai demandé absolument d'accoucher auprès d'une fille qui travaille avec moi et qui est à la fois accoucheur et chirurgien, pour que si jamais il y avait une césarienne, elle sache comment ça se passe. Elle a eu le bon goût d'accoucher par le bas, c'est pas bien étonnant pour une 4e grossesse. Et à chaque consultation annuelle, jusqu'à ce que cet enfant ait 10 ans, il a accompagné sa mère, une façon de me dire merci. Et maintenant, il a 14 ans. Je n'ai aucune... je ne suis pas payé pour la pub de ce bouquin, qui est un des bons livres, il y en a un meilleur là-bas, qui est toujours des mêmes auteurs. Mais la chirurgie oncoplastique vient aussi dans le cadre, dans la suite de la chirurgie plastique. Les techniques de plastique ont permis de garder des formes à des seins qui nécessitent des segmentectomies, et là encore c'est une forme de progrès. C'est une technique difficile qu'il faut apprendre, et dont il faut avoir une grosse pratique, car on va se retrouver probablement avec le même ennui qu'il y a eu avec les segmentectomies trop justes, et là on va peut-être faire ce que faut faire très attention parce qu'on peut être capable de faire n'importe quoi. Autre aspect des femmes jeunes, c'est une famille avec des tas de femmes jeunes. Vous savez que Broca avait publié un papier d'observation de la famille de sa femme où il y avait grand nombre de femmes de cancer du sein et il pensait que ça pouvait être héritable. C'est le début. Ça, c'est le début de ma vocation de génétique et cancer. Cette femme-là est morte dans le service à 35 ans. Elle avait 3 enfants jeunes. J'avais opéré sa mère des deux seins. Sa tante est morte de cancer du sein. Cette tante est morte de cancer du sein. Après, celle-ci a fait un cancer d'une annexe. Sa grand-mère était morte d'un cancer du sein. Son arrière-grand-mère était morte d'un cancer du sein. Et cette jeune fille ici est venue à 18 ans me demander « Monsieur, est-ce que je peux me marier avec l'arbre généalogique que j'ai ?» C'était très difficile de lui répondre. Je lui ai dit que la vie valait de toute façon la peine d'être vécue. Elle a épousé un homme, elle est partie avec lui en Égypte, elle est revenue avec une boule dans le sein. C'est un fibroadénome. Entre-temps, on a découvert ce qui est les explications. À l'époque, on faisait des lot scores, on estimait le risque. Maintenant, ma foi, on a trouvé, grâce à la biologie, où se trouvent les 2 gènes dont on n'arrête pas d'entendre parler, BRCA1, BRCA2, puis ceux qu'on ne connaît pas, avec toutes les complexités. La famille a été testée et elle n'est pas porteuse. Le hasard était ainsi fait, mais la vie valait la peine d'être vécue pour le coup. Ça ne résout pas tous les problèmes parce que le fait, la joie qu'on a eue de comprendre cette histoire familiale, se dire qu'il y a des gènes, des anti-oncogènes, tout ça, c'est rassurant pour des gens qui essaient de comprendre ce qu'est le cancer. On croyait qu'on avait tout compris, mais en fait on a augmenté, comme souvent, et l'Ecclésiaste le dit bien, celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Et là, en l'occurrence, c'est la douleur des autres, parce que cette Sainte Agathe de Surbaran peut représenter ce que l'on peut être amené à faire, la chirurgie prophylactique bilatérale du sein. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à aider à supporter ça, et c'est sûrement là, effectivement, une information partagée indispensable.
et qui doit pouvoir se plaider, même si l'on sait qu'il y a une augmentation de la survie des femmes à qui on a fait une mammectomie prophylactique. Alors ça, c'est un autre chapitre. Je n'ai pas pu m'empêcher de parler de ça, parce que c'est Jouvence. Jouvence de la Bessouri, lorsque j'étais adolescent, mon grand-père était pharmacien, en plus je suis luthérien. Vous imaginez un curé qui vend la Jouvence, c'était assez drôle, et ça nous a fait rire en famille longtemps. Mais c'est pour évoquer quelque chose qui est la persistance de la jeunesse. Ces deux femmes, c'est un tableau de Goya que ceux de Lille connaissent bien. Cette jeune femme lit une lettre d'un ami, d'un amant, et puis elle va devenir ça. C'est écrit en plus gros, son ami a vieilli, elle a vieilli, tout le monde sait que c'est notre lot à tous. Et comment peut-on faire pour garder cette jeunesse? Et c'est le problème du traitement hormonal substitutif, c'est une des formes de jouvence. Alors là, j'avance prudemment parce que j'ai peur de susciter des colères. Alors ça, vous en entendez parler toute la journée à la radio. Hein, mais le traitement hormonal, on a découvert des hormones, on les a modélisées, transformé les formes galéniques, percutanées par la bouche, et puis ça a fini par dire que toute femme ménopausée qui ne prenait pas un traitement hormonal allait se casser de partout, allait faire des ennuis cardiaques. Et j'ai vu des journaux d'une mutuelle d'enseignants recommandant très vivement, il y a eu des systèmes, une femme est venue se faire enlever l'utérus parce qu'elle avait un petit bout de quelque chose qui n'aurait pas pu permettre l'hormonothérapie. Enlevez-moi l'utérus que je puisse prendre mon traitement substitutif. Bon, ça a été un grand coup de gong à un moment donné, l'essai américain que tout le monde connaît, qui montrait qu'il y avait un surrisque à avoir une hormonothérapie substitutive. Et là, on a pu penser que c'était une des formes de l'hubris. Vous savez, l'hubris, chez les Grecs, c'était l'atteinte aux dieux. Et c'est pour ça que je vous montre ce tableau qui montre Niobé, qui avait prétendu que ses enfants étaient plus beaux qu'Apollon, que ceux d'Apollon et de Diane. Et la punition a été effrayante. Apollon et Diane ont tué tous ses enfants. Il s'était attaqué aux dieux, et l'autre, que vous connaissez bien aussi, c'est Prométhée. Il a volé le feu, il était un demi-dieu, et il a rapporté et donné le feu aux hommes, et pour sa punition, il a été attaché, et l'aigle de Zeus lui a mangé le foie à longueur de journée. Il a été délivré, lui. Hein. Mais c'était quelque chose qui montre, pour illustrer que on a dit, mais c'est pas possible, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de l'évolution, ça n'est pas bien. En fait, des travaux sont apparus et il est sûr que le traitement hormonal substitutif, là encore, c'est un médicament efficace, des tas qui sont des inconforts majeurs, qui sont peut-être pas à même d'apporter tout ce qu'on en espérait, mais qui doivent être expliqués, pris en charge, aidés. C'est un progrès. Et on peut penser que, comme on avait dit à un moment, pilule contre frottis, là, c'est traitement hormonal substitutif contre mammographie et suivi gynécologique correct. C'est un progrès indéniable et je voudrais qui permet aux thérapeutes que nous sommes tous de ce que les femmes restent jeunes, fières de se regarder dans la glace et peut-être même bénéficier de l'apport de ces deux amours qui tiennent sa glace. Je voudrais également finir pour un mot que j'ai retrouvé en cherchant dans mes papiers dans les années 84, un mot qui est de Charles-Marie Gros et qui disait que la scénologie, c'est la mamelle plus la culture. Merci.